Un des premiers paradoxes auxquels on est confronté quand on commence à s'intéresser à la relativité, c'est le paradoxe du train d'Einstein, qu'on appelle parfois du tunnel d'Einstein, et c'est le sujet de cette vidéo. Nous avons vu dans cette vidéo précédente pourquoi la mesure de la longueur d'un objet en mouvement diminue lorsqu'elle est mesurée depuis le référentiel qui le voit bouger. Et la question que tout le monde s'est posée en apprenant ça, c'est de savoir si cette longueur diminue vraiment ou si ça n'est qu'une sorte d'illusion d'optique. À première vue, cette diminution semble un peu absurde, puisque si nous voyons la voiture en mouvement se raccourcir, le conducteur de la voiture, lui, il nous voit venir vers lui. Il devrait penser que ce sont nos longueurs à nous qui diminuent. On a à peine à comprendre comment les deux pourraient être compatibles. Mais nous avons eu ici une première explication du sujet. Cette explication toutefois semble un peu incomplète, et Einstein lui-même l'avait complétée en imaginant un train qui se déplace à très grande vitesse par rapport à un quai. De nos jours, on la rend cette explication encore plus pédagogique en imaginant un train qui doit traverser un tunnel qui est à peu près de la même longueur que lui. Nous allons donc maintenant imaginer que ce train se déplace à la vitesse gigantesque d'un peu plus de 86% de la vitesse de la lumière, ce qui correspond à un facteur de Lorentz de 2 qui va bien nous simplifier les calculs. Évidemment, c'est une expérience de pensée. Aucun train n'ira jamais aussi vite, ça demanderait beaucoup trop d'énergie, sans compter tous les problèmes qui surgiraient avec le frottement de l'air, la résistance des rails, etc. Mais c'est une expérience de pensée très utile, car elle va nous permettre de mieux comprendre la relativité. Alors voici le paradoxe. Si notre train va à cette vitesse incroyable, sa longueur, vue par un observateur fixe par rapport au tunnel, est divisée par 2. Il est donc possible de fermer les portes d'accès au tunnel pendant un bref instant, alors même que le train est à l'intérieur. Mais que se passe-t-il vu du train maintenant ? Eh bien, vu du train, c'est évidemment la longueur du tunnel qui a été divisée par 2. Et du coup, il n'est plus possible d'enfermer le train dans le tunnel. Alors, est-ce que ça veut dire que la théorie de la relativité est fausse, ou bien est-ce qu'il y a un moyen de résoudre ce paradoxe ? Vous vous en doutez, il y a bien un moyen de résoudre le paradoxe. Qu'est-ce qu'on veut dire exactement quand on dit qu'on a enfermé le train dans le tunnel ? On dit que le train était dans le tunnel et que les deux portes étaient toutes les deux fermées en même temps quand ça s'est passé. Et si vous avez vu cette vidéo sur la désynchronisation des horloges, vous commencez à comprendre l'explication. Le « en même temps » du tunnel n'est pas le « en même temps » du train. Mais bon, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous conseille de commencer par le faire avant d'aller plus loin. Vous trouverez un lien direct dans la description en bas de cet écran. Commençons par nous placer dans le référentiel du tunnel et regardons à quel moment les portes du tunnel se ferment. Pour cela, on va leur fixer des horloges, les mêmes que dans la vidéo précédente. Et nous allons imaginer un train et un tunnel vraiment très long, d'1 seconde de lumière chacun, c'est-à-dire environ la distance de la Terre à la Lune. C'est l'avantage avec les expériences de pensée, on peut fabriquer des objets de la longueur qu'on veut. Et puis, grâce à l'informatique, on peut même faire disparaître des montagnes pour mieux voir ce qui se passe à l'intérieur du tunnel. Alors regardons bien. Lorsque les horloges marquent environ 1,7 secondes, tout le train, qui est raccourci sous l'effet de la relativité, est à l'intérieur du tunnel et les portes se ferment. Lorsque les horloges du tunnel marquent 2 secondes, le train est proche de la sortie et on rouvre les portes pour éviter la catastrophe. Plaçons-nous maintenant dans le référentiel du train et faisons apparaître ses horloges à lui. De nouveau,
Faisons disparaître la montagne pour y voir plus clair. Dans le référentiel du train, ce sont les horloges du tunnel qui ont ralenti, mais elles se sont aussi désynchronisées. Nous avons étudié ce phénomène en détail dans la vidéo précédente, je n'y reviens pas, mais j'ai quand même fait apparaître les signaux de synchronisation entre les horloges pour que vous puissiez vérifier que je n'ai pas triché. Regardons maintenant les choses au ralenti. Lorsque l'horloge qui est à la sortie du tunnel marque 1,7 secondes, la porte se ferme comme tout à l'heure. L'horloge de la tête du train est synchronisée avec l'horloge de l'entrée du tunnel au moment où elles se touchent. Elles marquent toutes les deux 0. Et elles émettent toutes les deux leurs signaux lumineux de synchronisation. Au bout d'une seconde, dans le référentiel du tunnel, l'horloge au centre du tunnel reçoit le signal de synchronisation. Elle marque donc 1 seconde. Combien de temps s'est-il écoulé dans le référentiel du train? En toute rigueur, je ne peux pas l'affirmer puisque je n'ai pas d'horloge qui se touche. Mais bon, le facteur de Lorentz me permet de calculer qu'il a dû s'écouler une demi-seconde. Un peu plus tard, l'horloge qui est en tête du train touche l'horloge au centre du tunnel. Elle marque un peu plus d'une demi-seconde, alors que celle qui est au centre du tunnel marque un peu plus d'une seconde. Mais au même moment dans le référentiel du train, l'horloge de la sortie du tunnel a déjà reçu le signal de synchronisation. Elle marque donc 2 secondes et elle ouvre la porte. Lorsque l'horloge en tête du train touche l'horloge de sortie du tunnel, elle marque un peu plus d'une seconde, alors que celle de la sortie du tunnel marque un peu plus de 2 secondes. La porte est ouverte et le train peut sortir. Lorsque l'horloge qui est placée en queue de train reçoit son signal de synchronisation, elle marque 2 secondes. En revanche, celle qui est placée à l'entrée du tunnel n'a pas encore reçu le sien de signal de synchronisation. Elle ne marque donc pas encore 2 secondes, mais à peine plus d'une seconde. Lorsque l'horloge qui est placée en queue du train touche l'horloge d'entrée du tunnel, elle a déjà reçu et renvoyé son signal de synchronisation. Elle marque donc un peu plus de 2 secondes. En revanche, l'horloge d'entrée du tunnel, elle, n'a toujours pas reçu son signal de synchronisation. Elle ne marque qu'un peu plus d'une seconde. Lorsque l'horloge d'entrée du tunnel marque 1,7 secondes, la porte se ferme, l'arrière du train est déjà passé. Et quand cette horloge reçoit son signal de synchronisation, elle marque 2 secondes et elle rouvre la porte. Regardons maintenant tout ceci sous des angles différents pour bien comprendre ce qui se passe. Comparons par exemple la situation vue dans le référentiel du tunnel au moment où ces horloges marquent toutes 2 secondes avec la situation vue dans le référentiel du train au moment où l'horloge d'entrée marque 2 secondes. Regardons de nouveau tout ceci au ralenti et en animation. Remarquons que dans les deux référentiels, les événements restent les mêmes. Quand les signaux lumineux atteignent les horloges, elles marquent l'heure qui correspond à l'arrivée du signal. Et dans les deux référentiels, les portes se ferment quand les horloges qui leur sont attachées marquent 1,7 secondes. De même,
dans le référentiel du train, comme dans celui du tunnel, les portes se rouvrent au moment où leur horloge marque 2 secondes. Ce qui change, ce ne sont donc pas les événements en eux-mêmes, les événements restent les mêmes, il n'y a pas de réalité alternative. Ce qui change, c'est, comme nous l'avons vu précédemment, 3 choses. Premièrement, les horloges en mouvement vont 2 fois moins vite que les horloges fixes. Deuxièmement, les longueurs des objets en mouvement sont 2 fois plus courtes. Et troisièmement, les horloges fixes restent synchronisées, alors que les horloges mobiles ne le sont plus. Il est la même heure à tous les endroits de notre référentiel, mais il est des heures différentes à l'avant et à l'arrière de l'objet en mouvement. Vérifions maintenant tout ceci en chiffres sur ce petit tableau. La longueur du tunnel est 2 fois plus courte dans le référentiel pour lequel c'est le tunnel qui est en mouvement. La durée du trajet est 2 fois plus courte pour l'objet qui est en mouvement. Et ça dans les 2 cas. Dans le référentiel du tunnel, c'est le train qui est en mouvement. Il est plus court et il parcourt la distance en 1,15 secondes selon les horloges du train, contre 2,3 secondes selon les horloges du tunnel. Dans le référentiel du train maintenant, c'est le tunnel qui est en mouvement. Il défile le long de la tête du train, toujours en 1,15 secondes selon les horloges du train, mais seulement en 0,57 secondes selon l'horloge qui est à l'entrée, comme d'ailleurs selon celle qui est à la sortie. Si vous voulez vérifier tout ça en faisant les calculs vous-même, croyez-en mon expérience, c'est pas très compliqué, mais il est facile d'y perdre son latin. L'astuce, c'est de bien se souvenir de 3 choses. Premièrement, le mouvement se fait à une vitesse de 86,66% de la vitesse de la lumière. C'est la même vitesse quel que soit le référentiel. Deuxièmement, la longueur parcourue est de 1 ou 2 secondes lumière selon le référentiel. Troisièmement, les horloges de l'objet en mouvement vont 2 fois moins vite que les horloges immobiles. Et surtout, attention à une chose importante. Pour calculer la durée de la traversée avec les horloges en mouvement, il faut le faire en gardant bien toujours la même horloge. Dans le cas contraire, il vous faudra tenir compte des effets de désynchronisation entre les horloges en mouvement. Voilà, nous voici maintenant prêts à nous attaquer à un autre paradoxe célèbre de la relativité, celui des jumeaux de Langevin, auquel je pense consacrer la prochaine vidéo. Alors, pensez à vous abonner à ma chaîne, si vous voulez être prévenu quand elle sortira, car sa préparation risque de me demander pas mal de temps. Et ça, quelle que soit la vitesse à laquelle vous vous déplacez par rapport à moi, ça prendra pas mal de temps. Mais bon, comme vous le savez maintenant, le temps est relatif, et du coup, ça ne m'empêche pas de vous dire quand même à bientôt.